Le grand Blondie, Maxime Blondel. On est là. Un de nos meilleurs Codeta Talks, un des Codeta Talks qui a été le plus regardé. C'est gentil. Où tu nous as raconté comment tu avais créé des muses Ouais. et comment t'arrivais à ce titre. Gagner 3000 € par mois. Bien putaclic. Ça a bien marché sur YouTube. Visiblement, ça a intéressé les gens et il se trouve que c'était pas du bullshit derrière. Donc pour cette formation, trouver des clients, je me suis dit il faut Blondie. Il faut Blondie parce que en termes d'acquisition, toi, tu te mets à un sacré niveau en SEO. Ouais, donc ça aujourd'hui, va, je crois. On va parler pas mal de SEO avec toi, donc de tes bonnes pratiques, etc. Moi, j'ai plein de questions parce que j'ai fait du SEO il y a il y a 6 ans, tu vois. À l'époque où je bloguais beaucoup, en fait, j'avais fait pas mal de SEO. Et à l'époque, c'était très différent. Genre, on faisait des échanges de liens, on faisait plein de trucs. Donc, j'ai plein de questions pour me mettre à jour et pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre un peu comment on fait pour aborder le SEO. Et voilà, j'ai besoin de tes écoute, avec plaisir, c'est parti. Ça part. Est-ce que tu peux commencer par me définir ce que c'est le SEO pour toi? Ouais, le SEO, très simplement, c'est comment tu références du contenu sur en fait une plateforme ou un moteur de recherche. Donc là, nous, on va parler de Google SEO, mais en réalité, tu as plusieurs, ça veut juste dire Search Engine Optimization. Et donc, tu as du App Store SEO pour les apps iOS, pareil pour Android, tu as du YouTube SEO, tu as du Yahoo SEO. En réalité, là, nous, on va parler de Google SEO. Et en fait, c'est en termes de moteur de recherche web, ça capte 95% du marché à peu près, je dirais. Donc, c'est juste comment tu fais pour que une page, en fait, quel que soit son contenu, vidéo, texte, image, soit le mieux référencé possible dans Google, donc remonte et que les gens y aient accès facilement, régulièrement et qui cliquent dessus et que toi, ça te ramène du trafic, puis soit des ventes, soit des leads en fonction de quel est ton biz. Et donc, ça te ramène du biz. Voilà. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, trouver des clients. Ok. Est-ce que tu as des chiffres un peu, genre de succès à toi? Genre combien tu peux espérer avoir avec Google, quoi? Ouais, tu vois, sur mes plateformes là dont je parle dans le Codeta Talk, j'avais 3 plateformes. Donc, j'avais une plateforme de location de salle, une plateforme de réservation de traiteur et une plateforme de réservation d'animation événementielle. Les 3 combinés, je faisais à peu près 800 visiteurs uniques par jour au moment où je les ai vendus. Derrière ça, donc j'avais un taux de conversion de 10%, ça me faisait 80 leads entrants par jour. Un lead, c'était un typeform rempli, quoi. Une demande client qui disait j'ai tel événement, j'ai tel budget, je veux tel truc. Et moi, je savais qu'à peu près j'en closais en moyenne, c'était un chiffre, c'était mon modèle en fait, 8 par jour. Donc 800 visiteurs uniques, 80 leads, 8 closés par jour. Donc c'est comme ça que tu structures ton canal, ouais. C'est que tu arrives à observer d'abord le trafic qui est généré par Google. Ouais. Donc tu regardes ça avec Analytics. Ouais, Google Analytics, exact. Ensuite, tu regardes le nombre de leads générés. Donc toi, en l'occurrence, tu avais un typeform pour voir ce qu'il y avait. Ouais. Enfin, pour que les gens puissent remplir et donner leurs infos et que tu les qualifies, etc. Et ensuite, téléphone. Moi, j'avais un business différent. Une plateforme de mise en relation, apporteur de leads. Donc, j'avais mes prestataires qui étaient des salles, des traiteurs et des DJ, par exemple. Et je leur renvoyais tout simplement par mail les leads. Et eux les traitaient et ils me faisaient un retour à la fin du mois sur ce qu'ils avaient closé. Okay. Concrètement, Airbnb. Hein. Donc, donc, je faisais pas de call du tout. C'était vraiment le but d'avoir un canal, enfin vraiment un canal d'acquisition passif. En fait, pour moi, le SEO, en tout cas le Google SEO, ma définition à moi, c'est en fait du business développement mais passif. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'un commercial pour aller chercher des leads. C'est littéralement Google et les gens qui tapent dans le moteur qui vont venir à toi tout simplement. Donc c'est énorme. C'est comme avoir une boutique dans la rue, les gens te toquent à la porte parce qu'ils ont vu ta vitrine, quoi. Et parce que c'est comme ça que je le définissais. Et comme je le visualisais mentalement, quoi. C'était mon business à moi, mais qui me coûtait rien. Ouais, c'est quelqu'un qui va c'est aller chercher des leads. Ouais, exact. C'est ce dont on parle dans toute la formation. Comment tu te dis, je vais essayer de faire du SEO sur... Honnêtement, grand hasard. L'histoire est un peu longue, mais j'avais créé un site d'animation événementielle. Concrètement, c'était une agence d'animation événementielle, donc c'est moi qui appelais les clients, j'étais mauvais, bref. J'avais laissé tourner et vraiment, je me suis rappelé que j'avais oublié de le débrancher 1 an et demi après. Et en fait, j'étais en Google et je tape animation espace événement et voilà, tu vois, genre, j'ai vu qu'il était remonté. Et en fait, le fait de le voir remonter dans Google et qu'après je tapais réservé troupe de danseuses brésiliennes, réservé château gonflable pour week-end d'inté, des choses comme ça.
je me suis dit, putain, si ces pages-là, j'avais des pages pour chaque produit, et tous ces produits-là étaient super bien référencés dans Google quand je les cherchais. Donc je me suis dit, attends, je vais aller voir sur le Typeform. Sur le Typeform, je voyais qu'il y avait tous les jours des dizaines de demandes de devis et d'entreprises, tu vois, des grosses boîtes qui ont du budget et qui seraient intéressants d'avoir en tant que client. Et tout simplement, en fait, ça a tilté. Je me suis pas dit, je vais faire du SEO. Je dois avouer que j'y suis venu vraiment par hasard. Et je me suis dit, ok, il est là mon facteur clé de réussite. Tant que j'ai eu 800 visiteurs uniques par jour parce que mes pages sont bien référencées, j'ai 80 leads. Tant que j'ai 80 leads, je sais que j'en close 8 par jour. J'avais un panier moyen, je faisais mon calcul, 8 fois mon panier moyen et ma commission. Je savais qu'à la fin de la journée, je gagnais entre, tu vois, je suis une bêtise, mais entre 200 et 600 euros par jour. Moi, dans ma poche à la fin. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est ce côté chance, quoi. Genre, ouais. Genre, c'est arrivé un peu par hasard. Ouais. Ça me renvoie au message de coup d'état en général, il n'y a pas de recette. Genre, non, c'est vrai. Genre, arrêtez de croire que vous allez tester un truc et que c'est sûr que ça marche, il faut tester et voir. Toi, aujourd'hui, ce succès-là en SEO, si tu voulais le reproduire, tu pourrais, tu penses? Ouais, complètement. Ouais. Je le fais, hein, je l'ai refait. Parce que quand j'ai vu que ça marchait avec la première plateforme, tu vois, j'ai compris le modèle et j'avais une saisonnalité dans l'événementiel et je me suis dit, vas-y, je vais répartir les risques et je vais prendre d'autres verticales. Donc, après l'animation événementielle, location de salle, traiteur, j'ai même fait après les plateformes de food truck. Ouais. Et en fait, j'ai reproduit à chaque fois et tous ces sites-là, ils sont quasiment tous numéro 1 ou numéro 2 dans leur sémantique sur Google. Maintenant, je le reproduirai pas à chaque fois. Au sens où, maintenant effectivement, quand j'ai vu que c'était mon facteur clé de réussite, là, je me suis formé. J'ai été sur Google, j'ai tapé SEO ou Search Engine Optimization ou référencement naturel dans Google et j'ai lu tous les liens des 10 premières pages, toutes les vidéos YouTube, je me suis formé, tu vois, enfin, du classique, quoi. J'ai pris Internet et je me suis formé. Tu t'es formé en théorie, quoi. Ouais, complètement. Et après, effectivement, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, je dirais, et j'ai testé des trucs pendant 2 ans et demi, tu vois. Genre, parfois, je créais 2 pages similaires, mais avec des différences de structure, des différences sémantiques. Et en fait, je faisais le point 6 mois après, je regardais laquelle avait ranké, laquelle avait pas ranké dans Google, tu vois. Donc, je me suis beaucoup formé comme ça, disons par une sorte d'A/B testing. Mais tu vois, là, pour maintenant tous les bis que je peux tester, maintenant que j'ai compris ce qu'était le SEO, je le refais pas à chaque fois. C'est pas toujours le canal d'acquisition idéal, okay. Parce qu'il est déjà long terme en fait. On va en parler, mais une fois que tu as créé, enfin pour moi, la step numéro 1, c'est de créer du volume de contenu. Pour moi, la plus grosse erreur que font les gens, et on peut la rattraper, mais c'est plus d'effort, c'est de pas penser le SEO a priori de créer leur site, mais ils le pensent a posteriori. Or, il faut que tu penses ton SEO avant de créer ton site ou d'en faire une refonte. Okay. Parce que attends, on va revenir à ça juste après. Je te coupe. Ouais. Un des trucs qui m'intéresse vraiment dans cette histoire de chance et du fait que tu reviennes et que tu sois là, genre ça me rapporte 800 visites par jour. Mm-hmm. C'est quand même beaucoup, enfin 800 visiteurs uniques par jour. Ça, c'était à la fin. À la fin, ouais. Quand tu t'en es rendu compte, c'était combien? J'avais une seule plateforme, donc j'étais à 200, tu vois. 200 par jour? 200 par jour, ouais. Et 200 par jour, dont des gens qui venaient de grands groupes, par exemple. Ouais. Et ce que je trouve fascinant, c'est que la plupart du temps, les gens peuvent avoir un blocage mental de les grands groupes, ils vont pas aller taper sur Google, trouver une salle à Paris. Au contraire. Ouais, okay. Au contraire. Très intéressant. J'avais à peu près 50% de particuliers qui faisaient des demandes pour des mariages et des demandes qui aboutissaient pas. J'ai très vite compris que c'était des clients mauvais et qu'en plus, eux, ils étaient là pour faire des devis et après comparer. Et ils m'utilisaient en fait, mais ils n'avaient jamais signé avec moi. Et 50% de corporate. Et c'était là d'où venait mon chiffre d'affaires en réalité. Et oui, enfin, je te le confirme. Déjà, notamment, on parle de pôle événementiel ou de pôle RH ou de pôle communication dans les grands groupes. Mais il y a un tel turnover, c'est-à-dire qu'ils ont des bases de données internes de prestataires. Mais les prestataires, ça bouge. Il y en a qui font faillite, il y en a qui se passent des trucs. Et en fait, ils sont jamais à jour. En plus, ils veulent être, tu vois, pour le coup, à la mode, donc ils veulent les dernières animations, les derniers traiteurs, les dernières salles, etc. Donc oui, ils vont comme tout le monde, comme toi, moi, ils vont dans Google et ils tapent ce qu'ils recherchent, ce dont ils ont besoin, tu vois. Ouais. Parce que tu vois, genre toutes les boîtes de services qui nous regardent, moi, enfin, j'en ai tout le temps au téléphone, tu vois, et ils sont là, genre mais moi, je veux toucher des grands groupes, donc quoi, je dois aller chasser sur LinkedIn le directeur France de machin, et en fait, c'est intéressant de savoir qu'il y a des canaux inbound qui fonctionnent aussi pour des clients comme ça. Ça peut, mais tu peux allier les deux, c'est juste allocation de ton temps. Mais je te confirme, oui, ils sont sur Google, comme nous tous en fait. Comment tu peux déterminer si un canal d'acquisition, il va t'amener des leads qui sont intéressants pour toi ou pas? Est-ce que tu peux le faire à l'avance ou est-ce que ça se teste juste? L'expérience, après, fait que tu as des intuitions, de toute évidence. Maintenant, ça se teste en fait,
je sais pas, tu lances un bise et tu vas aller interviewer ta cible, tu vois ce que vous pouvez expliquer chez Coup d'État, en tout cas pas l'interviewer, mais essayer de lui vendre ton produit, même si c'est fake it until you make it. Et en fait, à ce moment-là, tu peux lui poser la question, toi là, moi dans mon cas, si tu cherchais un lieu, une salle, comment tu ferais, toi qui es responsable RH, responsable communication ou responsable événementiel? Et tout simplement, les gens, ils vont te dire. Et il faut creuser. Alors ils vont te dire, on a une base de données, ils vont peut-être un peu faire les mecs impressionnants au début, non, nous on n'a pas besoin, etc. Et en fait, après ils vont te dire, au final, comme tout le monde, on va aussi sur Google. Donc et pareil, hein, si les mecs te disent, enfin, je pense qu'il faut passer du temps avec eux. Si tu vois que les mecs passent 20% de leur journée au notif LinkedIn, évidemment que tu peux essayer de mettre un process d'automatisation de prospection LinkedIn, tu vois. Comment tu fais pour voir ça? Genre quand tu prends un rendez-vous avec un Gus de LVMH Moi, je pense qu'il faut être sympa et payer des cafés ou payer des bières. Et il faut taper dans son cercle autour de soi. Franchement, si tu creuses, tu peux trouver des gens autour de toi qui ont un ami qui bosse dans l'événementiel ou enfin bosse dans le secteur qui t'intéresse. Je pense que si tu es sympa, que tu proposes et évidemment, proposer ça digitalement, ça peut paraître awkward. Il y a des moments où il faut se bouger le cul et il faut, je sais pas, essayer d'aller dans des soirées. Faut voir les gens, ouais. Ouais, essayer d'infiltrer, je sais pas, des défilés, enfin j'en sais rien, c'est des idées comme ça, mais juste, il y a un moment, il y a toujours un moyen de rencontrer les personnes que tu veux, quoi. Mais c'est sûr que parfois il faut sortir de derrière son écran. Donc il y a vraiment cette étape en amont. Tu commences pas à tester un canal d'acquise si t'as pas un minimum d'infos sur comment les gens se comportent. Ouais. Ouais. Enfin, si, peut-être. Hein. Alors, moi, je l'ai divisé dans deux trucs. T'as les long terme et les court terme, tu vois. Le SEO, c'est long terme. Moi, je vérifie pour faire du Google SEO. Donc, commencer à créer beaucoup de pages, beaucoup de contenu, les mettre en ligne, s'assurer que tous les paramètres SEO. Et ça, après, faut toucher parfois au code ou alors si c'est un CMS qui soit Wix, WordPress, Shopify et tout. Il y a des choses qui sont déjà paramétrées, t'as pas de show au code. Mais une fois que faire tout ce travail qui est franchement hyper chronophage, hyper touffu, moi pour le SEO, je teste toujours un budget en Google Ads. C'est con, mais un lien donc de ce qu'on appelle SIA, donc Google Ads, du référencement payant, ça se classe à peu près au même niveau que du SEO, donc des liens non payants naturels, même souvent au-dessus. Google les met toujours, il y en a toujours 2, 3, quelle que soit ta requête. Tu les vois, il y a marqué sponsorisé ou sponsored. Il y a une petite vignette jaune. Et si ça convertit en des leads ou des clients, tu sais que derrière, ton but, toi, c'est de dépenser le moins possible en ça pour avoir des liens qui remontent naturellement, gratuitement. Et en fait, je sais pas, si tu dépensais 200 € par jour pour faire 200 visiteurs uniques avec des Google Ads, tout l'intérêt, c'est qu'après, tu crées du contenu, t'investisses, parfois certes une somme plus grande, mais pour que sur le long terme, tu aies ces 200 visiteurs uniques qui viennent gratuitement et que tu n'aies plus à dépenser ces 200 €. Ok. Moi, c'est comme ça que je le fais. Ok, donc toi, tu passes d'abord par les ads, tu passes d'abord par créer du contenu payant? Ouais. Enfin, pas du contenu payant, mais du lien payant, quoi. Ouais. Okay. Ça me confirme en fait si ma cible est sur Google et fait des requêtes Google en lien avec le produit que je veux leur vendre. Ok. Très simple. Très clair. Il y a un truc que tu as dit qui est super intéressant, qui est à un moment, tu as une intuition. Ouais. Cette intuition, elle se bâtit tout le temps. Genre, elle vient avec l'expérience et le fait de faire des trucs. Mettons que je sois parfaitement débutant en SEO. Je fais quoi? Alors, tu parlais d'intuition, je t'ai dit ça à quel moment? Tout à l'heure en disant, quand je t'ai demandé comment tu sais si ces gens-là ils vont sur Google ou pas, etc. Tu vois. Ah ouais, mais en fait, l'ensemble, ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de l'intuition par rapport à ce canal-là et à tous les canaux en général, il vient avec l'expérience. Tu peux pas attendre en tant que débutant de tomber juste du premier coup. Ouais. D'où ma question, ok, je suis débutant. Globalement, ça me fait flipper parce que je me dis si j'investis 6 mois de mon temps dans faire du SEO et lire tous les articles et me former, etc., comme tu dis, ce qui est nécessaire à un moment. Ouais. Comment je fais pour aborder le truc de la manière la plus simple possible en réduisant les risques de me planter ou en tout cas en augmentant la vitesse à laquelle je vais me planter pour pouvoir apprendre vite. Ouais, bien sûr. Ce serait quoi ton approche, quoi? Bon, moi, j'y connais rien. Explique-moi. J'entends. Étape numéro, si on parle de Google, de SEO, étape numéro 1, c'est con, mais on va dire de l'empathie. Moi, je me mets à la place je me dis, ok, le mec, ceux qui signent des contrats d'événementiel dans les grosses boîtes, je me mets à ma place, je me dis, ok, ils ont fait quelles études? Potentiellement, tu vois, ils sortent souvent d'une école de commerce, en vrai. Après, je me dis, ok, ils sont arrivés dans ce grand groupe, je sais que tous les 2 ans, ils vont changer de grand groupe, il y a de grandes chances, tu vois.
Et je me dis, tu veux faire un événement, je me mets à sa place, je me dis, qu'est-ce qu'il fait le mec? Je sais qu'il y en a, tu vois, qui font j'ai découvert ça, pour le coup, ça, j'avais pas l'intuition. Il y en a qui font des recherches sur Facebook, qui cherchent des prestataires dans le moteur de recherche Facebook, qui est un autre SEO pour le coup. Et moi, je me suis mis à leur place, je me suis dit, ils cherchent sur Google, de toute évidence. Après, moi, je te dis, il faut les rencontrer, il faut les interviewer, il faut pas que ça passe pour une interview. C'est pour ça qu'il faut mieux trouver un alibi, payer une bière, machin, tu vois. Il faut vraiment les questionner sur, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie avant parce que tu fais très bien les coups d'état, les interviews coups d'état, tu vois. Et à la fin, la toute dernière question, quand le mec en fait a plus d'armure et tu vois et en full transparence, là de lui dire dis-moi ton taf, c'est quoi ta journée de type au quotidien, comment tu fais pour gagner ces événements? Et là il va te donner ça, il va te dire soit il dit nous on a une base de données interne, on n'a pas le droit de sortir parce que la boîte nous l'interdit. Et donc là ton taf ça va être justement de trouver le moyen de te faire référencer dans ces bases de données privées, et tous les corporates en ont. C'est pas très facile. Ou alors, s'il dit moi, mes prestations, je les trouve sur Google, fais du référencement Google. Ok. Donc première étape, prise d'infos. C'est comme préparer une bataille. Tu prends de l'info, tu vois si c'est un temps un peu pertinent. Tu stalks, tu essayes de comprendre c'est qui la personne, quelle étude il a fait, c'est quoi son plan de vie et ça doit être quoi sa journée type. Et c'est quoi ses objectifs. En gros, quel compte il doit rendre à son boss, tu vois. Typiquement, je sais pas. S'il doit rendre comme compte à son boss, je sais pas, ça peut être faire parler de la marque. Tu te doutes qu'il va vouloir des produits un peu, je sais pas, funky, des produits très visuels, des choses un peu buzz, quoi. Et ça va t'aider, je pense, déjà dans ton positionnement, et en plus après pour trouver le bon canal d'acquisition. Mais empathie, après je dirais essayer de rencontrer des gens, et à la fin, moi sinon, toujours test. Donc un peu de Google Ads avant de valider. Ok, donc ça c'est ta deuxième étape. Ouais. Du coup. Ouais. Deuxième étape, Google Ads. Ouais. Tu le fais tout le temps? Pas tout le temps. Maintenant, j'ai réussi à avoir des études. Si je suis sûr de moi sur les 2 premières étapes de empathie plus rencontre, interview, si je suis sûr de moi, c'est un no-brainer. Et même, il y a un autre truc très simple, effectivement. Tu vas dans... faut pas réinventer la roue. Si tu montes une boîte, tu as forcément un marché ou une industrie. Et tu vois qui sont à peu près tes concurrents, même si tu veux parfois te mentir et te dire que tu n'en as pas, tu as toujours des concurrents. Et tu tapes le nom de tes concurrents sur Google et là tu regardes si eux ils ont une stratégie SEO. Déjà s'ils en ont une, tu peux sentir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'ils le font, c'est qu'il y a un intérêt à le faire. Et en fait, tu as tout intérêt à te dire bête et méchant. S'ils le font, j'y vais aussi. Et il y a de la place pour tout le monde? Faudrait être meilleur, mais je pense qu'il y a. Oui, en tout cas, tu peux leur prendre des parts de marché, c'est sûr. Ok. Comment tu décides si tu fais cette expérience ads ou pas? Juste à l'instinct, si t'es sûr? Justement, tu vois, en ce moment, il y a un business où je suis pas sûr que ce soit des ads, du SEO, pardon. Je vais tester des ads. Quand j'en suis sûr, je vais pas. Là, tu vois, typiquement, si tu tapes privatiser un food truck à Paris, tu vois qu'il y a genre des dizaines de liens, des dizaines de plateformes et des dizaines d'agences qui essayent de se référencer sur ce mot-clé. C'est évident qu'il y a un intérêt à y aller, tu vois. Tout le marché essaye de se positionner. C'est qu'il y a un intérêt. Mais comment tu choisis si c'est évident parce que tout le marché y est et c'est évident de ne pas le faire parce que tout le marché y est et que du coup tu vas galérer, quoi? C'est une bonne question. Moi, je pars du principe que dans tous les cas, il y a moyen d'être meilleur que les autres. Donc, même s'ils sont bien positionnés, même s'ils ont de l'ancienneté, on peut en tout cas les embêter. Et c'est con, mais si c'est même juste leur prendre 10% de leur chiffre d'affaires ou leur part de marché, ça peut être intéressant pour toi. Hein. Peut-être qu'eux, ils veulent faire 10 millions et toi, tu veux faire que 1 million de chiffre d'affaires, tu vois, par an. Donc, mais effectivement, il y a des fois où tu vois que la bataille va être hyper dure. Tu vois, aujourd'hui, tout ce qui est restauration, TripAdvisor, tu vois, ils sont indétrônables en SEO, je pense. Donc, ça, c'est des petits trucs. En général, j'y vais pas, tu vois, quand il y a un concurrent international, un TripAdvisor, un truc comme ça. Ils ont trop de moyens, ils ont trop d'ancienneté, ils ont déjà trop de pages, trop de volume de contenu. C'est compliqué d'aller en concurrence frontale. Maintenant, s'il y a juste un concurrent à mon échelle nationale, ce que j'ai fait avec tout l'événementiel, il n'y avait pas de concurrent mondial, il n'y avait pas un Uber de l'événementiel. Franchement, je me suis dit, tous ces mecs-là, je peux les taper, c'est sûr. Et j'y ai cru, en fait, tout ça, très bêtement.
Et on l'a fait. Et ok, attends, donc ensuite, mettons que tu sois pas sûr. Ouais. Ce qui est le cas de la plupart des gens, surtout quand tu débutes, quoi. Tu veux faire ton expérience avec Google Ads parce que c'est plus rapide du coup que de mettre en place du SEO. T'es fixé en une semaine. T'es fixé en une semaine. Ouais. Donc tu peux mettre une expérience en place en une semaine. Oui, mais moins. Qu'est-ce que tu mets, enfin, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu mets comme budget sur tes Google Ads? Qu'est-ce que tu peux attendre en termes de coût d'acquisition? Genre combien le lead te coûte? Enfin bref, tous les paramètres quoi, que tu prends en compte toi quand tu crées cette expérience. Alors pour le coût du lead, etc. Moi je suis pas Google Ads, tu vois, je m'y aventurerai pas à en parler parce que je le fais vraiment de façon bourrin et con. Je suis pas très technique sur ce sujet-là. Moi ce que je fais, c'est que je me dis, ok, quels sont les 5 termes clés sur lesquels mon rêve, ce serait que mon site soit numéro 1 naturellement, gratuitement. Plateforme de location de salles, le Graal où tout le monde veut être, c'est location, salle, Paris. Le plus gros marché est à Paris et c'est location, salle, Paris. Deuxième truc, c'est privatisation, salle, Paris. Troisième truc, parce que en vrai, c'est ce que toi tu cherches. C'est toi, tu vois, quand tu te dis, allez, je vais faire du SEO, le réflexe de n'importe qui, et c'est un truc naturel, humain, c'est de te dire, ah, j'aimerais. Alors, il y a qui est bien référencé sur ce terme clé? Et le premier que tu tapes en général, c'est ce qu'on appelle le top of mind, tu vois, celui que tout le monde a en tête. C'est le premier que tout le monde va taper en fait. Et c'est celui où il y aura le plus de volume. C'est ça où tout le monde se tape, quoi. Tout le monde se tape pour être le premier là-dessus. Okay. Et t'en as en général 3 et 5. Et moi, tu vois, je mets entre. Ça dépend. Si je sais que si j'ai l'intuition que mon lead va pas me coûter cher, je mets 200 €, tu vois. Si je sais que là, je suis sur un marché où mon panier moyen, moi, il est élevé, ce qui par définition signifie que dans 90% des cas que le coût de mon lead va être cher. Si mon produit est cher, le coût de mon lead va être cher en général. Là, tu peux monter à 1000, 2000 € pour faire des tests. Donc tu fais un test sur une semaine où tu mets 2000 balles. Ouais, une semaine c'est bien. Et t'espères quoi? À quel moment c'est un succès, à quel moment c'est un échec? Plus que du clic, parce que c'est facile d'avoir du clic sur Google, tu vois. Moi, je veux juste, tu vois, des leads. Moi, dans mon cas, je veux des leads. Pour certains des e-commerçants, ce sera des achats ou des mises de produits au panier. Ça, c'est un succès. Ça prouve qu'il y a de l'intérêt en fait. Maintenant, si t'es mauvais, sachant que moi je suis mauvais en Google Ads, si j'ai pas de vente finale, je me dis il y a de grandes chances que mon site il mette du temps à charger, mon funnel il soit pas bon, mes pages elles convertissent pas bien parce qu'elles sont mal rédigées d'un point de vue commercial, tu vois. Parce que c'est ça le deuxième sujet en réalité, c'est que tu peux faire être bien référencé. Si ton site il charge pas rapidement, si ta structure commerciale, ton discours commercial, il est mal architecturé sur ton site et c'est pas vendeur, ou que en fait t'as un checkout en 3 pages. Évidemment que tu vas perdre dans ton funnel, tu vas perdre les clients à la première, deuxième ou troisième page et qu'ils iront jamais à la 5e, qui est l'étape ultime de payer, tu vois. Donc, il y a après un autre sujet qui est un sujet de conversion derrière, ouais. Ouais, est-ce que ton site il est bien fait, quoi. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé de me dire, ah putain, j'ai été con, j'ai un checkout en 2-3 étapes, ça a bloqué à ce moment-là, donc j'ai cramé de l'argent pour rien, mais au moins il y a eu des mises de produits au panier, et donc tout l'enjeu c'était en fait de faire ce checkout en 3 pages, de le faire en une, et là je savais que ça allait fonctionner, tu vois. En tout cas, beaucoup mieux qu'un checkout en 3 pages. Ok. On disait Google Tag Manager. Donc, Google Tag Manager. Si tu veux mettre en place ton expérience, il faut que tu aies moyen de mesurer les performances de tes ads au-delà du clic, au-delà de la simple visite. Plus que toi déjà, aussi, c'est de donner des objectifs à Google. Et franchement, c'est pour ça que c'est un métier. Moi, je le fais faire par mes potes en vrai parce que je sais que je suis nul et que pour l'instant, j'ai pas pris le temps de me former à ça. Je suis honteux. C'est ma next step. Pas être honteux. Tu arrives à le faire. Non, mais c'est super intéressant. Parce que mes potes, ils me le montrent, tu vois. Ouais. Et mes potes, ils me le montrent comment ils font. C'est juste que en vrai, c'est un métier, quoi. Ça prend du temps et ils le font super bien. Donc, je préfère leur dire, frère, je te donne un billet. Et fais-le. Mais c'est trop cool en termes de mindset en fait. C'est hyper révélateur de toi, tu connais le temps que tu as à investir et si c'est pertinent pour toi de déléguer ça ou pas, tu vois. Ouais. Moi, je parle du principe que tout le monde chacun doit avoir son métier. Donc, autant moi, je m'y connais en SEO. Il y a un moment, il faut que j'utilise bien mon temps de ma journée. Ouais. Donc, je peux pas tout faire, quoi. Même si j'aimerais bien tout apprendre. Mais en gros, Google Ads, c'est vraiment très pointu comme outil, vraiment voir. Je pense que c'est encore plus compliqué de se former à Google Ads qu'au SEO, en toute honnêteté. En tout cas, pour ce qu'on a montré, les possibilités sont vraiment assez folles. En fait, tu vas sur ton site, donc prends une page HTML, tu as des boutons. Tes boutons, c'est ce qu'on appelle les call to action, c'est tes objectifs.
tu veux que les gens cliquent sur ce bouton, que ce soit acheter, demander un devis, je sais pas quoi. Donc, il va falloir injecter un petit bout de code que l'outil gratuit Google Tag Manager te donne. Ce bout de code, donc chaque bouton aura un Google Tag. Et toi, tu vas dire à Google, ma campagne publicitaire, là où je mets 200 €, son objectif, c'est que quelqu'un clique sur un de ces boutons. C'est un ajout au panier, quoi. C'est un intérêt. Et donc, tu lui dis, moi, je dépense de l'argent uniquement si l'objectif est rempli. Et donc, c'est toute la différence, genre où tu payes en fait au trafic ou si tu payes on dit au coût par clic, tu vois. Et ton coût par clic, en fait, tu le définis. Tu lui dis, moi, frérot, je te paye Google si j'ai un clic sur ces boutons. Donc, ça t'apporte du trafic gratuitement. Par contre, effectivement, si un utilisateur clique sur ce bouton, là, en général, ton lead, tu le payes assez cher parce que c'est un lead hyper qualifié. C'est quelqu'un qui est intéressé, qui a mis un ajout au panier ou pas juste un visiteur. Ouais. C'est pas juste un visiteur. Et donc, ça, Google Tag Manager, toi, te permet d'avoir un peu plus de visibilité sur qui clique où, mais ça te permet de définir des objectifs de campagne dans Google Manager. À quel point c'est essentiel pour toi? Bah, sinon, en fait, littéralement, tu mets de l'argent par la fenêtre, quoi. Mais genre, si t'as que des visiteurs et que derrière t'as des leads qui convertissent de toute façon. Ça peut complètement marcher. C'est juste qu'il faut, je pense, avoir une approche, disons, data-driven quand tu fais ce genre de truc. Et de la même façon que je disais, sur le SEO, 800 visiteurs uniques, 80 demandes de devis, 8 clients signés. Ça, c'est un modèle. Évidemment, c'est variable, c'est une moyenne par mois, tu vois. De la même façon, quand tu fais de la pub, il faut évidemment que tu saches où les gens cliquent, quels sont tes objectifs, quel est ton coût par clic. Tu vas tout mesurer. Sinon, il faut faire autre chose, quoi. C'est la base du marketing. Ou alors tu fais de la télé et t'as pas vraiment de visibilité sur ce que tu dépenses pour qu'est-ce que tu gagnes. Tu fais de l'image de marque, disons. Mais l'intérêt de Facebook Ads, Google Ads, c'est d'avoir toutes ces métriques-là à dispo et de pouvoir en faire des objectifs, en faire des bilans, tu vois, tout ça. Ouais. La question sous-jacente à ça, c'est à quel moment, en tant que débutant, tu décides de t'arrêter en fait pour ta première expérience, tu vois. Genre, à quel point tu dois être granulaire parce qu'effectivement, c'est infini, quoi. Ah ouais. C'est complètement infini. Enfin, pour l'avoir fait beaucoup sur Facebook. Tu peux juste passer tes journées entières à configurer ça et jamais lancer ta campagne. C'est ça le problème en fait, tu vois. C'est à quel moment tu lances ta campagne et à quel moment t'attends pas qu'elle soit parfaite, quoi. Ouais. Mais tu sais, pour ça, moi, je pense qu'on se prend beaucoup la tête avec justement tous ces managers, que ce soit Facebook Ads Manager, Google Ads Manager, etc. Effectivement, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres à les paramétrer. La triste réalité, c'est qu'à la fin, déjà, c'est le contenu qui prime. Moi, tous ceux que j'ai interviewés pour Facebook Ads me disent en fait, oui, tu peux faire du paramétrage très précis ou alors être très bon à avoir des intuitions avec le temps. À la fin, si ta vidéo que tu mets en vidéo story ads, elle est pas bonne, évidemment qu'elle va pas convertir même si les paramètres sont géniaux, tu vois. Et de la même façon que si tu as une vidéo incroyable pour un produit de merde ou un produit qui n'intéresse personne, ça transforme pas, tu vois. Donc à la fin, on fait du bise. Et il faut malheureusement miser sur sa chance et après itérer et se dire bon bah là je pousse encore un peu. Bon là j'arrête et parfois t'as tort, parfois t'as raison, mais il faut faire juste des choix radicaux. Et aller vite. Et aller vite, je pense, ouais. Faire des choix radicaux, aller vite, ouais. Ok, très clair. Donc, bon, du coup, on regardera. Enfin, vas-y, montre-moi vite fait. En vrai, c'est même pas très agréable à regarder, tu vois. Ah ouais, non, c'est un produit Google. Exactement. Mais, hop. J'en avais fait avec un pote qui s'appelle Kélian. C'est lui qui me l'avait fait, tu vois. Mais bon, moi, j'ai compris ce dashboard. Mais en gros, j'avais des tags, tu vois. Clique vers Udemy, balise Google Analytics. Et en fait, on avait connecté Google Analytics, Google Tag Manager et mon site, sachant que moi, sur mon site, quand les gens cliquaient sur acheter, ça les renvoyait sur Udemy. Donc c'est pour ça qu'au final, je l'ai pas lancé parce que le final n'était pas bon. Maintenant, j'ai un checkout en une page intégré à mon site. Les gens comprenaient pas quand ils sortaient de mon site. Et très simplement, en fait, là, ça c'est des tags. Et moi, les codes qu'il y a derrière ça, je les injecte. Il y a plusieurs manières de le faire, mais tu peux soit les injecter dans Google Analytics et Google Analytics les injecte dans ton site automatiquement. Je n'arrive toujours pas à comprendre, mais voilà. Soit tu vas sur ton site et tu vas dans le HTML et tu t'injectes dans tes boutons un tag, voilà, okay. Un bout de code. Mais
En vrai, il y a des tutos. Il y a des tutos. Moi, en général, je peux pas t'expliquer parce que quand je le fais, bon, ça me prend beaucoup plus de temps qu'un expert. Mais surtout, j'ai mon YouTube tuto à côté et je fais pause toutes les 10 secondes. C'est ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est parce qu'en fait, sur coup d'état, nous, on a pris la décision assez tôt on va pas faire de tuto. Par contre, là, pour les gens qui nous regardent, je regarde la caméra comme ça, là, allez chercher des tutos, quoi. Parce que nous, on vous montre ce qu'il est possible de faire. On vous dit, c'est possible d'utiliser Tag Manager, de le connecter à Analytics et de le connecter à ton site et que les trois ensemble fassent un vrai job et que tu puisses optimiser tes conversions grâce à ça. Maintenant, comment faire? Tu vois, même Blondie, il sait pas en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est ce mindset de même si je sais pas, l'info elle est à disposition et je vois que c'est ça que je peux aller faire. Donc on a la première étape qui est parler aux clients. Énormément, parler aux potentiels clients, comprendre qui ils sont, avoir de l'empathie, etc. etc. On l'a répété assez dans le coup d'état, je pense. Enfin, jamais assez, mais voilà. Ensuite, faire ton expérience avec Google Ads pour tester. Donc, tu mets entre 1000 et 2000 euros de budget. Ça peut être moins. Ça peut être moins. Hein. Ça peut être beaucoup moins. Bah ouais, parce que, tu vois, un clic de qualité sur Google, ça montrera, bon, à part les plombiers qui payent ça 50 euros, en général, tu es en dessous de 10 euros, tu vois. Je dirais que tu es entre 2 et 10 euros. Donc, si tu mets 200, c'est un clic de qualité. Avec 200 euros, tu peux aussi un clic dans ton site. C'est pas une visite. Non, ouais. Un clic dans ton site sur ton bouton acheter, tu vois. Mise au panier, tu vois. Ça, pour moi, c'est un lead. Ça, c'est un vrai lead, ouais. Après, il y a des sujets dont on parlait, mais. C'est comme ça que toi, tu définis un lead bien qualifié, quoi. Ouais, un lead, voilà, c'est ça. Donc là, tu comptes moins de 10 euros, sauf sur les marchés ultra concurrentiels, genre la serrurerie, la plomberie. Ouais, mais ça, on les connaît, il n'y en a pas 10 000. Tu vois. C'est serrurerie, plomberie, peut-être que quoi. Non, peut-être pas coiffeur, je sais plus, mais il y a des trucs comme ça. Mais il y a des trucs énervés, ouais. Genre ici, assurance, tous les trucs de courtage d'assurance et tout, genre tout ça, c'est. Et après, il y en a, c'est plus médiatique, c'est genre pendant une semaine parce que, genre, tu vois, les. Coronavirus. Non, mais je sais que les hand spinners. Ouais. Pendant la période où pendant une semaine tout le monde achetait des hand spinners, là où tous les dropshippers se battaient pour monter leur site de hand spinner, les trucs qu'on fait tourner là, de la même façon le Google Ad était devenu super cher alors qu'avant il coûtait 1 centime, tu vois, le clic qualifié, et il est devenu en une semaine 5 euros, tu vois. C'est très intéressant parce qu'il y a aussi cet aspect veille du coup de quels sont les mots-clés qui sont intéressants, etc. Quand tu pratiques le SEO vraiment, tu rentres dans un monde de gens qui en font tous et tout le monde se parle et t'es à la machine à café et t'as un Gus qui vient te voir et qui te fait ah, t'as vu le serrurerie, sur la serrurerie, le coût par lead il est passé de 50 à 100, qu'est-ce qui s'est passé, what the fuck, ah bah il y a un mec qui a fait du black hat, enfin genre il y a vraiment tout un écosystème. Grave. Ce qu'il faut arriver en tant que débutant quand tu veux commencer à faire ton expérience, c'est effleurer ça, comprendre ce qui est intéressant et juste aller tester, quoi. Donc, complètement. Teste Google Ads, tu valides, mettons que tu valides et que tu vois que tu as des leads qualifiés qui tombent, que tu as dépensé pas trop d'argent pour avoir un retour qui est intéressant, etc. Tu te dis, ok, là je vais le passer en SEO pour que ce soit juste des opérations, que ce soit plus je paye Google pour qu'il me rapporte du trafic et du clic. Qu'est-ce que tu fais? Et ben moi j'ai mon petit outil. En vrai, si je valide que c'est bon, ma cible elle est beaucoup sur Google et il faut que je sois présent sur Google. Moi je me suis fait un outil à moi qui est un Excel, disons, où en fait, et bon n'importe qui peut le faire. Il est pas. En gros, j'ai disons 8 colonnes. On peut voir dans mon Excel. On peut le voir, ouais. Il est un peu secret, mais on peut le voir. Hop. Donc tu vois, j'ai ce truc de. En gros, j'ai donc là j'ai mes instructions pour chaque critère SEO et donc là j'ai deux premières colonnes qui sont mon expression clé principale et mon expression mot secondaire. À savoir que ça, là j'ai page. Donc ça va être mes pages. Donc là tu vois, tu as la page d'accueil. Mon exemple c'est un site e-commerce de croquettes pour chiens. D'accord. Donc là tu vois, j'ai une catégorie chien. J'ai une sous-catégorie nourriture, j'ai une sous-catégorie qui est croquette, et après j'ai une sous-catégorie qui est croquette pour chiots, et dedans tu as produit 1, produit 2, produit 3, tu vois. Ça c'est ton arborescence des produits que tu vends. C'est une arborescence e-commerce où tu as souvent des catégories, des sous-catégories, voire des sous-sous-catégories, et dedans des pages produits, tu vois. Comme tu aurais sur un site de fringues femmes, exactement. T-shirt. Et sur du service, en vrai tu peux aussi tout mettre dans des cases et faire ton arborescence, tu vois, très simplement. Et donc là, j'ai mon expression clé principale numéro 1 et mon expression clé secondaire.
Et en fait, très simplement, tu vois, pour ma page d'accueil, un site e-commerce de nourriture et accessoires pour chiens, c'est accessoires animaux et nourriture animaux. Ça, c'est un peu le Graal. Ça va être super dur de s'y positionner parce que tu as Wikipédia, tu as des choses comme ça, des mastodontes qui sont là depuis longtemps. Mais dans l'idéal, si mon site il peut être référencé sur accessoires animaux, je pense qu'il y a du volume énorme de gens qui tapent dans Google tous les jours accessoires animaux. Tu vois. Ouais. Donc s'ils peuvent venir sur mon site, c'est cool. De la même façon que tu vois pour, disons, la catégorie chien, là je vais un peu plus loin, vais dire, là où je vais être positionné en numéro 1, c'est accessoires et nourriture chien, et la requête clé secondaire, ça va être croquettes pour chien. Et en fait là du coup, j'ai meta title Google, donc il y a marqué title critère d'importance numéro 1, il y a ma meta title Google, là j'ai ma H1, là je vais avoir mon URL, et mes H2, je mets ma H2. Pourquoi je fais ça dans cet ordre-là? C'est que l'histoire, moi, m'a appris, et ce que j'ai testé, c'est que tu peux écrire du contenu, tu peux faire plein de choses. La base est que tout le monde fait mal, vraiment, dans 80% des cas. C'est ces 4 grands critères qui font en fait 80% du job en SEO. Ok, alors attends, juste qu'on revienne un cran en arrière. Quand tu veux commencer à faire du SEO, non mais t'inquiète. Hein. Donc quand tu veux commencer à faire du SEO, la base c'est le contenu. C'est le contenu. C'est ce qui est écrit sur ta page. C'est tes pages, ouais. Parce que le SEO ça fonctionne comment? C'est que tu as Google qui vient et qui scanne les pages du monde entier, du web entier avec des robots, qui lit les textes, qui lit l'architecture de ta page, qui va regarder les infos principales sur ta page, notamment la balise title qui est le nom qui apparaît dans Google en bleu, ce truc-là, notamment les H1, donc c'est une balise HTML. La H1, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Ok, très intéressant. Donc il y a une H1, bon j'ai jamais fait ça, hein. T'inquiète. J'ai toujours fait 8000 H1, tu vois. Donc la H1 qui est vraiment le plus gros titre de ta page et qui va définir de quoi ton contenu parle. Ensuite, ton URL, donc la structure de ton URL. Est-ce qu'il y a des mots-clés dedans aussi? C'est ça? Comment il est rédigé, Comment il est rédigé. La H2, qui est du coup ton sous-titre qui va avec la H1. Et le dernier, c'est quoi? La métadescription. En fait, elle a pas. Moi, je la mets par sécurité. Il y a 2 thèses, on en parlait, mais pour moi, elle n'est pas du tout. Enfin, certains disent qu'elle n'est pas du tout prise en compte par Google. Moi, je pense qu'elle l'est un peu parce que quand tu fais une requête dans Google, les mots-clés que tu as cherchés dans Google, ils sont surlignés dans ta métadescription. Donc, ça doit avoir un impact. Ok. Donc tout ça, c'est ce que Google va scanner sur une page. Ça va être crunché dans un énorme algorithme qui est développé depuis la naissance de Google, où ils vont dire « Ok, cette page-là, elle mérite d'être placée plus haut dans le moteur de recherche que d'autres pages qui sont moins bien foutues et qui sont moins pertinentes par rapport à telle ou telle requête. » Donc tout le jeu du SEO, c'est d'arriver à créer des contenus que à la fois les gens vont aimer pour que ça convertisse, et que à la fois Google va aimer parce qu'il juge que c'est pertinent de montrer ça à ses visiteurs. Ouais, c'est un équilibre à trouver. Mais la bonne façon de le voir, je pense, c'est de se dire l'objectif de Google, c'est que les gens n'utilisent pas Yahoo, par exemple. Et donc lui, tout son enjeu, c'est que les gens passent du temps sur Google et soient satisfaits de Google. C'est-à-dire que quand ils font une recherche, quelle qu'elle soit, le premier ou le deuxième lien soit la réponse à leur requête. Et donc, pour ça, on peut parler d'algo, machine learning, tout ce que tu veux. La réalité, c'est qu'à la fin, Google met une note à chaque page et met aussi une note globale au site, donc qui comprend toutes les pages, donc toute son architecture, toute son arborescence, les catégories, les sous-catégories, les pages produits, etc. Et donc, tu as des notes par page et tu as des notes globales. Et en fait, tous les sites ont des notes et à la fin de la journée, c'est celui qui a la meilleure note qui est devant. C'est en ça que tu vois les Wikipédia et les sites médias, donc lemonde.fr, tout ça, vu que par essence, eux, ils sont là pour apporter de la valeur par leur contenu aux utilisateurs, c'est pour ça qu'ils sont toujours devant tout le monde et qu'ils sont super durs à déloger en SEO parce qu'ils veulent vendre à personne. Or, Google a aussi une réflexion qui est très simple, qui est de se dire moi, là où je gagne de l'argent, c'est quand je vends des liens payants, donc du Google Ads aux gens. Et on va le voir après, c'est une de mes tactiques, mais si
tu mets partout dans ton site demande de devis ou alors acheter, etc. Google capte que c'est une sémantique commerciale et la sémantique commerciale, il lui met pas des bonnes notes. Alors que quand tu rédiges un article de blog, donc qui est là pour apporter de la valeur, de l'information, du savoir, là Google se dit, eux ils créent de la valeur pour mes utilisateurs, hop, je les remonte. Et donc tout le jeu va être de trouver un petit peu c'est un petit hack, mais tout le jeu va être de trouver un équilibre entre je génère du lead, mais avant je crée de la valeur pour avoir en fait la meilleure note. Et moi, à la fin de la journée, j'ai testé franchement des milliers de trucs. On va parler des critères. Quels sont les 4 grands critères principaux qui font 80% d'une note d'une page, selon moi. À la fin de la journée, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que ma thèse de SEO au final, c'est pourquoi Google te donne Google Analytics gratuitement, qui est un outil honnêtement hyper puissant. Enfin, si Google l'avait pas inventé, je suis sûr qu'il y aurait des mecs qui le vendraient en tant que SaaS pour 80 € par mois ou plus. Tellement c'est énorme ce qu'ils font. Ils font ça parce qu'en fait, ils te disent clairement, c'est cool quand même, ils aiment bien les faillots Google, c'est cool si tu le connectes à ton site. Pourquoi ? Parce que grâce à cet outil, ils ont accès à toute la data de ton site et de toutes les pages. Donc ils savent combien il y a de visiteurs uniques sur ton site, ce qui serait en soi pas vraiment ou serait très compliqué à traquer autrement. Ils savent combien de temps passent les gens sur tout ton site et le temps sur chaque page. Ils savent quel est le taux de rebond, c'est-à-dire taux de rebond, c'est est-ce qu'un utilisateur, une fois via Google, est rentré sur ta page, est-ce qu'il va sur une deuxième page de ton site ? Est-ce que tu l'as assez intéressé, tu lui as apporté assez de valeur pour qu'il aille sur une deuxième page ou est-ce qu'il quitte ? Ça, c'est une stat hyper importante. Et en fait, il a accès à des dizaines de stats comme ça. Mais là, je t'ai cité les trois plus importantes, disons. Et en fait, il réfléchit pas plus bêtement que ça. Il se dit lien numéro 1, lien numéro 2. Je regarde leur Google Analytics. Pour moi, c'est ce qu'il fait. C'est ma thèse SEO. Il regarde les deux. Celui qui a les meilleures métriques, c'est devant l'autre. Et après, tu as des petites choses qui pondèrent qui sont l'ancienneté du nom de domaine. Typiquement, tu vois, prenons exemple, tu veux lever des fonds. Si Oussama te fait une intro à tel business angel, alors que si tu le contactais en direct, le mec va sûrement pas te répondre. Si c'est Oussama, tu as beaucoup plus de chances que le business angel te réponde. Parce qu'en fait, Oussama t'a fait un transfert de réputation. Ouais. Et c'est pareil pour le SEO. L'ancienneté, Google le valorise comme de la réputation et t'es quelqu'un de sûr, quoi. Ok. Donc t'as quoi ? T'as donc le contenu en lui-même, il compte ? Ouais. Le contenu avec la H1, la title, etc. Ouais. Est-ce que les gens restent sur le site et que c'est calculé via Analytics ? Est-ce que vraiment ça intéresse les gens ou pas, quoi ? Exact. Ouais. La réputation que tu as des backlinks, en gros, quoi. C'est ça, là. D'autres gens qui parlent de toi et qui linkent vers ton site. Exact. Donc, si tu as un lien sur Le Monde qui vient vers ton site, tu as une meilleure réputation que si tu n'en as pas, quoi. En gros, si tu as une page qui avait 6 sur 10 de notation et que tu as Le Monde qui te fait un article, tu passes direct à 7 sur 10. Okay. Tu viens de prendre un point comme ça, gratuitement, tu vois. Donc, ouais, c'est énorme. C'est un vrai transfert de réputation. C'est les backlinks, hein. Ouais, parce que nous, moi, je me souviens à l'époque, ça se fait plus, j'ai cru comprendre que ça se faisait plus, mais entre blogueurs, on se contactait tous et on était là genre vas-y, mets un lien sur ton site vers le mien et on échange. Ça se fait encore un peu. Hein. Ça se fait encore ? Ouais, ça se fait encore un peu. C'est plus compliqué parce que tout le monde est devenu un peu peur parce qu'il y a eu beaucoup de trucs où des sites se sont bannis et tout. Ouais, bannis, des sites qui se sont écroulés parce qu'ils avaient des liens un peu cracra, disons, tu vois, genre Ils pensaient que des sites avaient une note de 7 sur 10 et allaient leur faire un transfert de répute, mais en fait, le site avait 2 sur 10, tu vois. Puis les notes des sites évoluent, donc il faut juste faire attention qui tu traînes, entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais ça se fait toujours, mais t'as raison. Maintenant, les backlinks, c'est plus du RP, donc les journalistes. Toi, contacter des blogueurs et leur dire, je te file mon produit, c'est cool si tu fais un article ou une vidéo dessus et que ça renvoie vers un lien. Et après, tu peux effectivement acheter, là, pour le coup, des backlinks. Faut faire attention, mais tu peux en acheter. Ok. Mais donc, de toute évidence, il faut créer du bon contenu et il faut regarder ça de façon écosystémique. Donc, tu as des notes par page et une note globale du site. Donc, il y a un moment, il faut que tu penses justement beaucoup à ton taux de rebond. Il faut que sur chacune de tes pages, tu puisses facilement accéder à d'autres pages. Et que si tu vois pour donner un exemple concret, quand sur un article de blog, tu le consultes et très rapidement sur le côté ou en bas, il y a marqué article similaire. Ça, c'est juste pour réduire le taux de rebond techniquement. C'est-à-dire que tu arrives à la fin de l'article. Parce que le taux de rebond, du coup ? Taux de rebond, c'est quand un visiteur depuis Google arrive sur ton site, une page de ton site, et il y aurait eu un rebond s'il quitte ton site sans regarder une autre page. En revanche, c'est considéré comme un non-rebond s'il va voir une autre page. Donc, même s'il reste 20 minutes ? Ah ouais. Okay. Ou 20 secondes. Hein. C'est juste un second clic. Okay. Tu l'as assez intéressé pour qu'il aille chercher un deuxième clic. D'accord. Et ça, pour ça, Google, ça a beaucoup de valeur pour lui. Et donc, typiquement, mettre des articles similaires ou avoir dans ton footer
des listes de liens, parce que les gens quand ils sont perdus, si ton UX elle est mauvaise, les gens quand ils sont perdus, je sais pas pourquoi, mais tu mets Hotjar, tu le vois, ils vont dans ton footer et en fait tu hackes complètement ton taux de rebond avec moi j'appelle un footer hacker. Tu mets plein de liens dans ton footer, ou alors dans ton header un drop-down menu, donc avec un menu déroulant. Avec des catégories, des sous-catégories, qui fait que ça a complètement tout taux de rebond. C'est le genre de technique, tu vois, que moi j'ai observé. Et donc, mais de base, ce qui fait vraiment, disons 70% de la note d'une page, c'est ces 4 grands critères. La première, c'est la meta title Google. C'est la plus importante aux yeux de Google. D'accord. Ça, disons que ça évolue tous les 2 ans. Mais franchement, moi, ma thèse, c'est que là, ça va pas trop évoluer sur les 2-3 prochaines années, ça encore. Ensuite, ça va être, disons, ta H1, donc ton grand titre de ta page. La H1, c'est dans la balise, dans le code HTML, tu as une balise H1. Ensuite, tu as l'URL, la façon dont tu es rédigé, et ça, je le vois à chaque fois. Personne ne sait rédiger des bons URL SEO. Et enfin, tes H2, donc tes sous-titres. Et ça, très simple. On peut, si tu veux, on peut regarder les règles, mais moi, là, dans mon Excel, j'ai ici, parce que j'avais mis instruction pour chaque critère SEO. Ben là, j'ai mon instruction. Pour ma meta title Google, j'ai différencié de la H1 entre 70 et 80 caractères. Alors, ces informations-là, tu vas te demander, alors comment, là je me mets des exemples, mais tu vas te dire comment moi je les ai trouvés. Comme je dis, c'est A/B testing et j'ai rassemblé tous les contenus que j'ai pu consommer pour me former, tu vois. Et j'en ai fait des mini-instructions. Et donc, très simplement, là pour ma H1, faut absolument la différencier de la title, un tout petit peu. Concrètement, la meta title, c'est un discours assez robotique. Tu enlèves les articles, donc les le, de, la, je, etc. La H1, il faut qu'elle soit un peu plus humaine, un peu plus commerciale. Mais c'est une synonymisation de la meta title Google. Ensuite, l'URL, la règle est super simple. C'est 3, 4, 5 mots sans les articles et c'est tes mots-clés principaux. Donc là, tu vois, je vais te faire l'exemple après pour les chiens. Et les H2, après pour moi, technique de l'entonnoir. Là, il faut pas trop se poser de questions, faut juste te dire, allez, là, je vais écrire un article de bonne qualité. Et donc, de la même façon qu'un journaliste, tu vois, tu vas de plus en plus précisément dans ton sujet, de plus en plus profond dans ton sujet, mais il faut que tes sous-titres, à chaque fois, tes H2, elles soient de plus en plus précises, plus pointues sur ton sujet, quoi, tout simplement. Donc, c'est technique de l'entonnoir. Mais prenons l'exemple pour la catégorie chien. Moi, je voulais être sur accessoires et nourriture chien et en deuxième temps, pourquoi pas sur croquettes pour chien. Ma meta title Google, ça va être chien, accessoires et nourriture, ma brand, ma marque. Donc, mettez le nom de votre entreprise. Ma H1, un peu plus humain, mais synonymisé par rapport à la meta title Google. Toutes les croquettes équilibrées et jouées pour votre chien. Tu vois, on est sur un truc un peu plus humain. Mon URL, donc ça va être mon nom de domaine.com / accessoires-nourriture-chien. Tout con, tu vois, mais ça fonctionne. Et après, bon là, je vais pas détailler pour les H2. Moi, je le fais plus. Ça, je le mets pas dans mon tableau. Je le fais quand j'écris l'article, tu vois, ou quand je fais écrire l'article. Méta description, honnêtement, ça a très très peu d'impact. Voilà. Ok, très clair. Cool. Donc toi, quand tu abordes le sujet SEO, tu vas te poser cette question-là. Ouais. Sur quoi? Combien de pages? Tu parles d'articles, tu as tes landing pages? Je commence entre 50 et 100 pages. Parce que, encore une fois, tu n'es jamais sûr que ça va être le meilleur canal d'acquisition. Toi, tu penses que oui, tu as validé tes hypothèses. 50-100 pages, au bout de 6 mois, tu sais si vraiment ça a beaucoup de valeur pour ton business ou si c'est minoritaire en termes de canal d'acquisition. Et si tu vois que ça fait vraiment la diff, là, il faut essayer de monter, quoi. J'ai vu des trucs où les mecs créaient 6000 pages par jour, tu vois. Okay. Mais donc, attends, sur ta première expérience, ouais. Tu te dis, je vais créer entre 50 et 100 pages de contenu. Ouais. Quelle répartition entre des landings commerciales et des articles? Moi, je pense que sur les 50 premières, c'est des landing pages. C'est des landing pages, donc c'est pas sur ton blog, c'est croquettes, nourriture, chien, tu vois. D'accord. Et il faut juste ton Excel où t'as 50 lignes et tu te dis c'est quoi les 50 mots-clés sur lesquels j'aimerais que mon site soit positionné. Et donc tu listes les 50 dans ta colonne, et à côté tu te dis pour chaque page, tu fais ce travail-là, tu mets après une colonne meta title Google, H1, URL, meta description, machin, et après t'as plus qu'à foutre ça dans ton CMS ou même si c'est un Excel, je suis sûr que tu peux l'injecter automatiquement et créer une machine. Donc toi, dans ton site, tu te retrouves avec 50 pages. Ouais. Tu essayes de linker entre ces pages dans tous les sens pour avoir un cocon sémantique qui a du sens. Exactement.
Et ensuite, une fois que tu as fait ça, alors une fois que j'ai fait t'attends. une fois que j'ai fait ça, je vais sur Google Search Console. Ok. Donc un autre outil incroyable que Google nous met à dispo. Gratos. Dieu Google. Merci Google. Genre vraiment, on est vraiment à la merci du truc, tu vois. On est là genre ok. Grave. Prenons un exemple. Allez, je me fais un peu de pub. SEOsecret.co. Ça va fort. Donc ça, tu vois, mais c'est mon agence SEO de rédaction de contenu, donc on fait ce travail que je t'explique là, mais bon, on le fait pour les gens qui n'ont pas le temps de le faire. Okay. Et bah, très bêtement, je vais sur ma Google Search Console, là que vous voyez là, et donc je vais taper donc la SEOsecret.co/sitemap.xml. Je l'ai fait il y a combien de temps? Je l'ai fait le 10 mars. Très bien, on peut le refaire. Et j'envoie sur Submit. Parce qu'il faut le HTTPS, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, il envoie ce qu'on appelle un sitemap. Là, il t'explique que Google va bientôt venir scanner ton site. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tu as créé du contenu. Il y a tellement de sites qui se créent tous les jours et tellement de contenu déjà historique sur Google, même s'ils sont très bons, ils peuvent pas tout scanner instantanément. Tu vois, ils ont leur robot qui explore le web. Et donc, faire ce travail-là, c'est lui faire un petit coucou à Google et lui dire "Eh oh, j'ai créé du contenu, viens rescanner mon site." Moi, je le fais après tous les mois, tous les 2 mois, tu vois. Parce qu'en fait, dès que j'ai une nouvelle page, je lui dis j'ai du nouveau contenu. C'est lui dire, c'est aussi l'aider, c'est lui dire viens pas scanner mon site quand j'ai pas créé de contenu. Moi, je viens t'informer quand j'en ai tous les mois quand j'en ai créé, tu vois. Et donc, ça va juste permettre à tes pages de remonter plus rapidement. La deuxième chose que je fais, c'est que tous les contenus que j'ai créés, toutes les landing pages, je vais essayer de trouver un moyen de les pousser un petit peu, de faire ce qu'on appelle un appel de trafic. Donc, soit j'ai une communauté, j'ai des réseaux sociaux, une base de données email, une newsletter, et donc je vais informer ma communauté qu'il y a ces landing pages. Et en fait, un appel de trafic, ça appelle Google aussi. D'accord. Disons qu'ils ont des outils, pour simplifier, ils ont des outils pour voir là où il y a des pics de trafic. Disons Google Trends par exemple. Enfin, Google Trends est la conséquence de ça. Ouais. Ils savent ce qui se passe, quoi. Et donc, moi, je fais en sorte qu'il y ait un appel de trafic. Parce que si, dans ton Google Analytics, une des stats, c'est le nombre de visiteurs sur chaque page. Et donc, en vrai, il y a un truc avec lequel tu peux pas trop te battre, c'est que tu as beau avoir fait tous ces paramétrages, etc. Si toi, tu as 2 visiteurs uniques sur tes pages et qu'en face, tu as un mec qui fait de la newsletter ou qui dépense en Google Ads sur sa landing page et qui fait 5000 visiteurs uniques par jour, même si ses critères sont mal paramétrés, sa page elle sera bien référencée. Parce que tu fais comment? Genre, il y a un moment où, genre, quand tu as fait tes 52 landings pour croquettes pour chiens sympathiques, jouets pour chiens, machin, tu peux pas envoyer une newsletter à ta communauté et leur dire allez checker toutes mes landings. En vrai, c'est un must-have, t'es pas obligé, tu vois. On en parlait quand on préparait cette interview. Franchement, il y a 1 mois, j'ai lancé un site qui s'appelle lancesamarque.fr. Je voulais voir si le SEO ça allait fonctionner. Et donc j'ai créé, je voulais être référencé sur le mot-clé créer marque bijoux. Donc c'est une de mes cibles, de la même façon qu'une autre de mes cibles c'était créer marque cosmétique ou créer marque vêtements. Et donc j'ai créé une page qui c'est un peu plus, c'est à l'orée entre une landing page et un article de blog. Mais bon, on peut la voir si vous voulez, hein. Mais c'est hop, tac, et donc là créer marque bijoux, tu vois. Donc d'un point de vue contenu, ça ressemble à un article de blog, tu vois, parce que c'est une question, c'est comment lancer sa propre marque de bijoux. Dans l'URL, il n'y a pas de blog et c'est vraiment créer marque-bijoux. Ouais. Là, à droite, j'ai un encart commercial. Faut pas oublier que tu crées du contenu pour transformer. Donc là, c'est ma partie transformation, lead generation. Je l'ai aussi à la fin, c'est important, juste avant les commentaires, si je me trompe pas. Voilà, exact. Et là, j'ai mon contenu où vraiment j'apporte de la valeur gratuitement aux utilisateurs. Et tout bêtement, donc moi je l'ai mis en ligne il y a 3 semaines, hein, cette page, et j'étais halluciné du résultat. Mon nom de domaine, il a 1 mois, je l'ai acheté il y a 1 mois, donc il est hyper récent, il a aucune réputation aux yeux de Google, en tout cas aucune crédibilité. Et si tu tapes marque bijoux, créer marque bijoux, donc là tu as Shopify, là tu as des blogs, et nous on est là, tu vois, on n'est pas encore première page, mais on est première page, et disons même en navigation privée. Ouais, je pense, hein. On va le faire, mais je pense que ouais. Tac. Parce qu'il y a ça aussi, quand tu fais du SEO, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ouais, bien sûr. C'est de regarder sur tes cookies, quoi. Exact. Mais je suis encore mieux, tu vois, en navigation privée. C'est encore mieux, ouais. Je suis une place au-dessus. Tu vois, elle est là, ma page, quoi. Ok.
Et c'est fou. Et en fait, c'est juste la preuve. Je t'avoue. Une page. Et le site a 2 pages. Ma page d'accueil et ça. Donc c'est la preuve que l'idéal c'est d'avoir un écosystème, des catégories, des sous-catégories. Mais tu vois, et c'est en ça que tu vois à chaque fois quand j'avais des mecs qui me disaient, qui se disent experts SEO et qui ont fait des études de SEO, moi je t'avoue, je me suis ressenti un peu un imposteur. Tu vois, j'ai appris un peu l'arrache, j'ai fait des petits trucs et qu'en plus de ça, j'utilise Wix. Tout le monde dit ouais Wix c'est pas bien, machin, etc. Putain, site Wix, méthode que j'ai appris un peu à l'arrache, mec, elle fonctionne en fait. Et tu peux pas mentir avec ça. Ça marche pas quoi. Ouais. Et là, ça marche, tu vois. Et donc, il y a un moment, j'ai arrêté d'être. Faut pas écouter les puristes, ouais. Non, mais j'ai arrêté d'être complexé par ça parce que maintenant, je peux dire à des mecs, mec, ma méthode, elle fonctionne quoi. Donc voilà. Il n'y a pas de recette. Non, je te l'accorde. Elle est con ma méthode, mais elle fonctionne. Donc voilà. Et c'est la beauté du truc quoi. C'est qu'il n'y a pas de recette et que. Le seul truc qui compte, c'est de comprendre l'objectif final et de trouver un moyen original d'y arriver, quoi. Ouais, complètement. Ok, donc là, ça contredit ce que tu disais juste avant. Tu n'es pas obligé de faire 50 pages. Tu peux lancer une expérience avec une page ou deux et voir. Tu augmentes tes chances drastiquement, plus tu augmentes ton nombre de pages, quoi. Franchement, je ne sais pas si c'est une exception, je ne sais pas si le volume de recherche sur ce mot-clé est très faible. J'ai pas l'impression que c'est un mot-clé qui est là pas mal en vrai. Si Shopify ont essayé de se référencer et qu'ils sont premiers, c'est qu'ils sont allés pour une raison. Franchement, ce cas-là est une exception, j'arrive pas à l'expliquer, mais moi historiquement, vraiment, je fais ça. Genre, je démarre par 50 pages. Quoi. Okay. Ça peut être 20, ça peut être 30, mais il faut faire un peu de volume. Quoi. Sinon, c'est comme tu vas faire, si vraiment ta strat c'est Google Ads et que tu mets que 100 € par jour, j'y crois pas de ouf. Ouais. Il faut à un moment prendre ton risque et mettre du budget, quoi. Et il faut prendre ton risque en fait. Et pour le SEO, c'est pareil, il faut prendre ton risque et créer des pages, quoi. 50 pages, ouais, tu peux mettre, si tu vas vite, tu mets un mois, tu vois. Ouais. Mais il faut sacrifier ce mois, il faut prendre son risque. Ouais. Mais c'est intéressant parce que même si tu as zéro budget, tu peux te déterrer et faire des pages pendant un mois. À quel moment tu sais si c'est un succès ou un échec ? Le souci, c'est qu'en fonction du cocon sémantique sur lequel tu essaies de te positionner, qui est plus ou moins concurrentiel, tu vas être lien numéro 1 ou lien numéro 2. En général, moi je dis au mieux en 4 à 6 mois. Okay. Après le temps minimum que ça prend, c'est impossible autrement, parce que tu as un historique, tu as des gens qui font du SEO depuis des années. Au pire, si ça a été bien paramétré comme ça, au pire en un an, tes pages elles sont bien référencées, honnêtement. Au pire en un an. Donc faut avoir conscience que quand tu lances ta première expérience SEO… Ouais, mais typiquement tu vois les startups de family, à chaque fois que les mecs veulent faire des OH SEO, 1 sur 2, au bout de 10 minutes, c'est terminé. Parce que je dis, mec, toi, t'as 2 mois de cash devant toi, fais pas de SEO, frère. Enfin, ça sert à rien, quoi. Même si c'est peut-être ton canal d'acquisition, si t'as 2 mois de cash, fais pas de SEO. Ça sert à rien. Et il y en a d'autres aussi, je leur dis, ça se voit d'avance, ça se voit que c'est pas ton canal d'acquisition qui va être numéro 1, tu vois. Selon quels critères ? Au nez ? Ouais, maintenant, je t'avoue, je saurais pas l'expliquer, c'est de l'intuition, ça. Ok, ouais. T'en as vu assez, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Mais parce que parfois, aussi, il y a des trucs un peu évidents, c'est que ça paraît évident que leur business, c'est un business de… Tu vois, par exemple, quand tu regardes ces sites-là, d'un point de vue UX, c'est pas très très beau, tu vois. Enfin, notamment un autre sujet, je l'ai pas abordé, mais un des critères pour moi, c'est la ligne de flottaison. Parce que les gens ne scrollent pas, en fait, ce qui va hacker tes stats Google Analytics, c'est que la ligne de flottaison, c'est à peu près, Google fait une moyenne de toutes les tailles d'écran. La ligne de flottaison, c'est ce qu'il y a là, tu vois. Ouais. Donc la ligne… C'est ce qui dépasse de ton écran. Exact. Ouais. Et en fait, moi, ma thèse maintenant, c'est que il faut que tu aies un maximum de contenu au-dessus de flottaison. C'est moche, mais j'ai vu des gros mastodontes du SEO le faire. Et tu vois, moi là, j'ai une H1, 2 H2, 2 paragraphes, et là une vidéo, tu vois, et des call to action. Ouais. Et en fait, j'ai quand même masse contenu au-dessus de flottaison, c'est assez serré. Mais en fait, pourquoi ça améliore tes stats ? C'est que vu que les gens ne scrollent pas, c'est un petit hack, disons, cérébral, qui fait que on a tous des cerveaux différents, et il y a de grandes choses que toi, le mot qui te, moi j'appelle ça alpaguer, mais qui t'accroche, qui te fasse rentrer dans le truc, c'est peut-être sa propre marque. Alors qu'un autre, quelqu'un d'autre, ça va être étude de marché qui va le faire rentrer dans l'article, tu vois. Et ça va peut-être pour d'autres créer ses propres bijoux, tu vois. Et en fait, on a tous des mots qui vont plus ou moins nous toucher personnellement et qui vont nous faire rentrer dans l'article. Donc, plus tu as de mots au-dessus de flottaison, plus
t'augmentes tes chances de faire rentrer les gens dans ton article, donc plus tu leur donnes des chances de passer du temps sur tes pages, taux de rebond. Parce que la plupart des gens vont pas lire l'article à partir de là et linéairement. Ils vont lire les gros titres, ils vont creuser un peu. C'est pour ça que le contenu n'a pas trop d'importance en réalité. Survol, quoi. Ouais, complètement. Les gens regardent les images, enfin tu le vois, hein, les gens regardent les images, les titres et les sous-titres. Ouais. Topito quoi. Et mais c'est pas grave, c'est bien. Oui, c'est comme ça, ouais. Ouais. Ok, cool. Donc, là, on commence à avoir une bonne méthode. Là. Ça me plaît bien. Donc, je reprends depuis le début. Tu parles à tes users pour comprendre où est-ce qu'ils passent du temps et si le SEO est potentiellement un canal pertinent. Ouais. Si tu es sûr, tu y vas. Si tu n'es pas sûr, tu fais une campagne de SIA pour tester, voir sur les mots-clés que tu vises si tu as une opportunité intéressante, si tu as du cash aussi. Et ensuite, quand tu as 4 à 6 mois à dépenser, tu te dis, OK, là, je vais commencer mon SEO. Je vais créer mes 50 landing pages différentes. Bien m'assurer que ces landing pages ont des titles, des H1, des H2, des métadescriptions, tout ça qui soit pertinent pour Google, tout ce qu'on vient de dire. Tu valides au bout de entre 4 à 6 mois et entre 1 an, en gros. Tu valides si ça te rapporte du trafic et si c'est intéressant pour toi. Ça veut dire que genre pendant ce temps-là, il faut que tu trouves d'autres moyens de trouver des clients. Je le fais toujours en parallèle d'une autre stratégie d'acquisition. Ouais. Ok. Et une fois que ça c'est validé, qu'est-ce que tu fais? Plus de volume. Alors, une fois que tu as 50-100 pages, franchement, et que tu vois que ça fait vraiment, ça t'apporte du lead ou ça t'apporte des clients, des achats, la next step, c'est de viser les 300. Après 300, c'est viser à 600. Et en fait, pour moi, à partir de 500-600 pages sur ton site, soit tu t'arrêtes et c'est très bien parce que ça fait déjà énormément de trafic. Soit tu veux jouer à un autre jeu et là tu rentres dans une autre catégorie qui sont des mastodontes qui créent des centaines voire milliers de pages par jour. Et là, c'est un autre SEO dont je pourrais même pas te parler parce que je l'ai même pas fait, mais je l'ai vu des gens le faire et c'est impressionnant. Okay. Mais ce que tu peux faire plus que de la création de contenu à la chaîne, disons, c'est là du coup jouer au jeu des backlinks, de la réputation qui est la seconde phase selon moi. Et là donc soit tu prends une agence de RP et tu essaies d'avoir un maximum d'articles dans la presse. Donc là déjà ça va être même t'as un enjeu de brand et derrière du coup ça va servir ton référencement dans Google. Je te donne un exemple mais à The Family, je vais pas les citer mais il y a une marque de fringues qui voulait faire une office hour SEO avec moi. Je fais avec grand plaisir et j'étais halluciné. Elles étaient super bien positionnées dans Google sur toutes leurs requêtes et tout était super mal paramétré. C'était genre le CMS c'était Squarespace je crois. Il y avait aucune H1 qui était une H1, aucune H2 qui était une H2. Ils avaient même pas de méta title Google. Il y avait rien qui était paramétré. Elles étaient super bien référencées. Pourquoi? Parce elles étaient dans tous les articles de presse web parce que pour leur histoire a fait qu'elles étaient très connues et du coup elles étaient super bien référencées. C'est Fempo. Bah, on va les avoir dans la formation. Ah bah ok. Je savais pas si elles acceptaient que je les cite donc voilà et du coup et donc la deuxième strat c'est effectivement faire appel à une agence de RP ou si t'as pas les moyens toi essayer de contacter les journalistes et des blogueurs leur envoyer ton produit leur dire tiens une gratuité mais fais-moi un peu de pub et renvoie des liens. Et ça c'est intéressant parce que nous influence marketing c'est un des chapitres de cette formation, PR c'est un des chapitres de cette formation, on va parler avec Maud et tout ça pour découvrir un peu les liens et en fait tes canaux ils s'entre-nourrissent les uns les autres. Je pense qu'à la fin tu vas te rendre compte qu'en fait tous les canaux sont grave liés et que tout le monde va un peu dans tous les sens et que même si oui t'en as qui dépensent 300 000 € par mois de Facebook Ads tu vois, à la fin ils vont aussi optimiser leur SEO. Et ils vont aussi optimiser, je sais pas, leur UX parce que l'UX va avoir une influence sur ton coût de conversion en ads et aussi en SEO, tu vois. Tout ça est trop lié. C'est pour ça que le contenu compte. Hein. Genre moi, tous les mecs, je te le dis, mais j'ai rencontré des mecs qui dépensaient des millions d'euros en Facebook Ads tous les ans. Ils me disaient à la fin, nous, on paramétrait plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils prenaient un pays, après ils faisaient des produits consumer, tu vois, ils vendaient des gants, des coques d'iPhone, etc. Ils paramétraient plus rien. Et il disait, nous, on sait qu'on paramètre rien et on dépense 2 000 €. On sait qu'on crame 2 000 € purement. Mais ces 2 000 €, ils sont juste là pour que Google, via son machine learning, et eux, ils n'ont pas intérêt à perdre de l'argent. Tu vois, ils ont intérêt aussi à te fidéliser. Tu leur fais confiance et eux vont faire en sorte que ta pub, elle tombe dans les fils d'actu des gens qui sont vraiment ta cible, quoi. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça fou. Mais c'est un jeu des grands nombres.
C'est un jeu des grands nombres. Ça marche pas si tu mets 100 balles. Quoi. Non, complètement. C'est un jeu des grands nombres. Genre, il y a un moment où en fait, le jeu est complètement différent. Tu as toutes ces phases de trouver tes premiers clients, leur parler, ensuite tester un canal d'acquisition. Une fois que tu as testé et que c'est validé, le pérenniser et faire en sorte d'accélérer un cran. Et puis après, il y a un game qui est complètement différent, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, ça va vite. Tu prends une société, disons, une société de fringues, enfin, allez, disons, Asphalt, typiquement, ils ont une grosse stratégie newsletter. Moi, je le vois sur YouTube, je suis tout le temps targeté. Et je sais aussi qu'ils dépensent des grosses sommes en Facebook Ads. Mais ils ont démarré par les mailings, tu vois. Donc je pense que c'est assez exponentiel en fait. Une fois que tu as trouvé ton canal d'acquisition principal, tous les autres vont franchement assez vite derrière. Donc tu peux commencer, au début ça va être un peu lent, etc. Mais tu arrives vite à dépenser des gros budgets, quoi, je pense, honnêtement. Ouais, c'est juste qu'il faut se faire confiance et s'assurer que quand tu testes ça marche et avancer, quoi. On fait un point sur les outils du coup ? On peut faire un point Qu'est-ce que tu aimes bien comme outil et qu'est-ce que tu aimerais nous montrer aujourd'hui pour que je puisse en faire des jolies fiches PDF pour que les gens puissent aborder le sujet. Qu'est-ce que j'aime bien comme outil ? Du coup, on va quitter la navigation privée. Écoute, moi, un de mes... Tu vois, je reprends ça. Moi, ce que j'aime bien... Donc là, on va reprendre la page d'accueil. Ce que j'aime bien, c'est Moz, qui est Moz Bar de l'entreprise Moz. C'est un plugin Chrome gratuit. Okay. Donc là, tu vois, si je clique dessus, j'ai cette petite barre noire qui va s'afficher. Là, je vais dans Page Analysis. Et en fait, que ce soit pour regarder ce que font les concurrents ou moi, voir si c'est bien paramétré, là, je vois que mon URL, c'est mon URL, c'est ma homepage, donc il n'est pas à se personnaliser, mais c'est pas grave. J'ai ma meta title Google, donc page title. Donc là, tu vois, c'est lancer sa marque, 2.12 leçons vidéo, machin. Ma méta description, je vois qu'elle est bien paramétrée. C'est un discours commercial, c'est pas très SEO ça. Meta keywords, moi j'en ai pas. Et j'ai ma H1, tu vois. Ouais. Là, pour une page d'accueil, t'es pas obligé de faire du SEO. C'est un truc que j'ai pas dit, mais là, vu que le SEO il y a un vrai conflit entre swag et SEO. Tu vois, le SEO. Ouais. C'est en général en conflit. Je dis toujours à n'importe quelle entreprise, sur ta homepage, tu fais pas de SEO. Tu fais du discours commercial, tu fais de la brand, et après tu auras des landing pages pour du SEO. Mais donc, en tout cas, là, tu vois, je vois que mes H1, c'est là. H2, je vois que j'en ai plusieurs. Et là, j'ai des alt texte pour mes images, qui sont mal paramétrées d'ailleurs, qu'il faudrait que je refasse. Mais en tous les cas, c'est un outil que j'aime bien qui, plutôt que de faire un double clic et inspecter pour voir le code et voir du HTML et des balises H1, H2, au moins ça, c'est visuel, c'est cool, c'est sympa. Voilà. Après, qu'est-ce que j'utilise beaucoup ? Ça, j'utilise pas mal ça. Donc, ça, c'est quoi ? J'ai même plus le nom de l'outil et il s'affiche pas. Je peux le retrouver. Yes, c'est lui. SEO Analysis. Donc c'est un outil de WooRank, un plugin Chrome gratuit, et c'est un SEO Analysis. Et donc, tac, je clique juste dessus. Là, il me met une note, mais moi je la regarde jamais parce que la note elle est tout le temps fausse. Mais c'est vraiment poussé, quoi. Encore une fois là. Balise title, il me met vert. La méta description, il me met orange. Bon, je sais pas trop pourquoi, machin. Après, j'ai un aperçu de ce que ça donne dans Google. Donc là, j'ai ma méta title Google, méta description. Après, là, tu vois, il me fait mon architecture. Il fait H1, H2. Ensuite, il me met analyse sémantique. C'est quoi les mots-clés principaux dans mon... Tu vois, j'ai 15 pour et j'ai 2 fois lancé sa marque. Il me met mes liens internes. J'ai vraiment énormément de trucs. Tu vois, là, la redirection URL, elle est nickel. En HTTP vers HTTPS. En gros, c'est même. Voilà. Après, j'aime le robot TXT. Robot TXT, ça veut juste dire est-ce que tu as dit à Google j'accepte que tu références ma page ? Parce que techniquement, tu peux lui dire je ne veux pas que tu références cette page. Ouais. Après, j'ai mon sitemap.xml. Tu vois, moi, il voit qu'il est bien fait. Ouais. Tac. Bon, tu as plein de trucs. Tu as mon optimisation mobile. C'est un truc qui compte aussi. Ouais, dans Google. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tu as donc la partie SEO sémantique. Ouais. SEO backlink, réputation, SEO UX, et SEO technique. Donc vitesse de chargement des pages, mobile responsive et tout ça. Et donc ça, on laissera Pierre nous en parler parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi et bien plus calé que moi sur ce sujet-là. Mais ça fait des trucs, c'est partie des trucs qui sont importants. Ouais. Et voilà, tu as plein de trucs. Là, un autre truc, là on va dans les trucs de purisme, mais schema.org. Je crois que c'est une librairie de Google ou de Facebook, je sais plus, en tout cas gratuite. Et c'est une librairie schema.org qui, quel que soit le truc en HTML,
tu peux le baliser avec une balise schema.org et dire à Google ce que c'est. Typiquement, t'écris croquette chien, et franchement, c'est des milliers de catégories avec des sous-catégories, et tu peux trouver la balise chien et dire à Google, là, je parle de chien. Okay. Et ça renforce de ouf ta sémantique. Et ça, c'est un truc de puriste que très très peu de gens font, mais si tu le fais, après en SEO, t'es imbattable. C'est juste que c'est hyper chronophage, hyper pointueux, quoi. C'est de l'orfèvrerie de SEO, quoi. Ouais. Très compliqué, mais voilà. Ok. SSL, tu as pareil, juste que tu as un domaine en HTTPS et que ton site soit sécurisé tout simplement. Et tu peux même voir, genre là, il te sort les technologies qui sont connectées à ton site, tu vois. Donc là, il voit que j'ai connecté à Google Search Console, Google Analytics, et tu peux savoir ça pour tous les sites, dont les sites de tes concurrents. Là, il capte que moi, je suis sous Wix, tu vois. Ouais. Et tu as vraiment… Il y a 1 milliard de trucs, en fait. Il y a 1 milliard d'infos qui sont, selon lui, des critères importants pour Google. Vraiment, voilà. Donc ça te permet d'analyser n'importe quel site? Ouais. Trop bien. Ouais, n'importe quel site. Tu peux voir… En fait, tu as accès dans le code. Disons que ça prend le code et ça le rend visuel. Ça te rend visuel les infos qui sont importantes et c'est un bon moyen de copier, enfin de voler surtout, quoi. Ouais. D'aller voir ce que les autres font et de te dire ok, comment j'arrive au même résultat, quoi. Grave. Pour démarrer à faire des landings intéressants. Exactement. Ensuite, moi, ce que j'utilise pour m'aider à essayer plus que de l'empathie et me dire la projection, de me dire ok, quels sont les 10 mots-clés sur lesquels j'aimerais être référencé. Je vais te montrer un peu les outils qui peuvent t'aider à faire ça. Donc, par exemple, moi, j'ai Answer the Public. Donc, c'est un outil un peu con, mais qui marche pas mal et qui est assez visuel aussi. Tu vas sur Answer the Public et donc là, tu vois, moi, je vais dire, je suis en français. Oh, oui, c'est assez. Qu'est-ce que c'est que ça? Région, bon, là, il veut pas que j'ai pas le droit de la paramétrer, mais typiquement, tu vois, si je tape créer marque, bon, ce que j'ai fait tout à l'heure, tu vois, pour mon biz là, hop, là, je le laisse un peu tourner, tac. Et en fait, là, ça te sort, tu vois, ce truc très visuel. C'est peut-être un peu trop large, créer marque. Mais il y a des trucs de qui a créé la marque Louis Vuitton. Créer marque, place pour un dire. Ouais, c'est un peu large, créer marque. Il faut 3 mots en général. Créer marque. Bijoux. Ouais, disons bijoux. Tu vois, créer marque bijoux. Et ben là, tu vois, il va me sortir comment créer sa propre marque de bijoux, comment créer sa marque de bijoux. Ça, c'est les recherches que les gens font? Ouais. En tout cas, non. Enfin, c'est pas vraiment des recherches que les gens font. C'est lui. Il a un outil de sémantique qui fait ce travail mental que toi tu peux faire, qui sont ce qu'on appelle la longue traîne. Toi, tu lui donnes un mot et il va te donner toutes les variantes possibles, voire des alternatives. Okay. Et en fait, tu as tout intérêt à extraire ce truc. Tu vois, j'aurais jamais pensé, mais créer une marque de bijoux fantasy, moi j'y aurais pas pensé. Lui, il me la donne et je vois que ça a du sens. Il y a des meufs qui doivent taper ça ou des mecs sur Google. Donc franchement, en fait, j'utilise ça et je tape plein de trucs et je fais mes listes comme ça au fur et à mesure. Ça me donne des idées en fait. Il y en a d'autres pour donner des idées. Est-ce que je l'utilise? En vrai, déjà aussi, tout simplement, je vais sur Google et je regarde la concurrence, mais bon, lui, il est payant, donc on va pas le montrer. Un truc qui s'appelle Uber Suggest. La veille que t'as, quoi, c'est énorme. Donc, taper un nom de domaine ou un mot-clé. Et là, on va essayer de le refaire aussi. On va voir ce qu'il nous propose. Donc, on est en français. Et Uber Suggest. Normalement, pareil, il va me sortir des trucs. Voilà. Créer sa marque de bijoux fantasy, créer sa propre marque, comment créer une marque de bijoux. Et si et voilà, tu vois, il me sort des listes. Il y a des trucs qui sont pas du tout pertinents, tu vois. Faut faire le tri. C'est juste, ça m'aide à trouver. Bon, lui, il me donne des coups par clic. Il me donne des intuitions du volume de chiffre d'affaires. Et tu vois, ce qui est cool, c'est que là, il te donne aussi, des concurrents. Attends, mais c'est quoi CPC, là, coup par clic? Ça coûterait 70 centimes de choper un clic? Ouais. Mais c'est quoi? C'est une visite ou c'est un clic converti? Non, c'est une visite. Ok. C'est une visite, ouais. Le CPC, c'est une visite. Ouais.
Le coût par clic, c'est une visite sur ton URL, sur la pub, sur le lien payant. Sur Google, quoi. Ouais. Après, mais ces outils-là, vu qu'ils sont gratuits, honnêtement, ils sont pas hyper fiables. Hein. Ils essayent, en fait, ils scrapent le Google Ads Manager, quoi. Google Ads Keyword Finder. En tous les cas, ça me donne des idées, ça me donne même des liens concurrents que je peux aller visiter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, lui, il est pas mal parce que c'est littéralement un truc de sémantique. Là, j'ai tapé location salle Paris dans cet outil qui s'appelle keywordtool.io. Et qu'est-ce qui va me sortir? Voilà, ouais, c'est un peu pareil. Lui, il est pas mal aussi. Tu vois, il dit que les gens cherchent location de salle Paris pas cher, anniversaire, après ils cherchent des arrondissements, après ils cherchent des nombres de personnes, après ils cherchent avec jardin, avec cuisine, atypique, des adjectifs, tu vois. Ouais. Et en fait, tout ça, tu peux créer des pages. Donc en fait, tu as deux types d'outils. Tu as les outils qui te servent à analyser les pages existantes pour voir la sémantique qui est utilisée et les trucs techniques qui sont utilisés, et les outils qui te donnent de l'inspi pour les mots-clés, quoi. Exactement. Exact. Tout. Et après, tu te démerdes. Tu crées du contenu à la chaîne et t'essayes de faire. Et t'attends patiemment que ça monte, et si ça monte, ça te fait du trafic et t'es content, quoi. Ouais. Si vous voulez, vous pourrez prendre un screen juste de cette partie la partie en jaune. Mais moi, ce que je fais, c'est mes outils pour m'aider, tu vois. Et après, le taf, c'est que j'ai une colonne grande catégorie core skills, sous-catégorie hard skills, produit précis, precise skills, verbe, action, contexte, champ d'application, donc géographie, et le dernier, ça doit être concurrent indirect ou du client. Et là, tu vois, pour un groupe de breakdance, je savais qu'il fallait se mettre sur spectacle de danse, show de danse, troupe de danse. Après, en hard skills, j'avais breakdance, danse hip-hop. Après, dans les produits précis, j'avais show breakdance, spectacle breakdance, show danse hip-hop, spectacle danse hip-hop. J'ai tout, tu vois, tu me cherches tous les synonymes. En verbe action, j'avais réservé, booké, organisé, demande de devis, devis en ligne, danser. Attends, mais tout ça, ça te sert à quoi? Et ben en fait, ça, typiquement, c'est pour ça. Tu vas dans TopTal, là, l'outil, tu mets tous ces mots-là, et en fait, lui, il va te les mettre dans tous les sens, et du coup, ça te sort plein de pages qu'il faut créer. D'accord. Et en fait, typiquement, là, tu vois, après, là, j'ai des contextes, donc la soirée d'entreprise, gala étudiant, conférence entreprise, géographie, Paris, Marseille, Lyon, etc. Et en fait, si tu relis tout comme ça dans tous les sens et que tu fais toutes les combinaisons possibles, bah là, tu as 600 pages à créer, quoi. Et mon avis, c'est que tu as tout intérêt à faire un truc style spectacle de breakdance. De danse breakdance. Spectacle de breakdance, enfin réservé spectacle danse breakdance. Pour soirée d'entreprise. Et après, tu peux avoir booké show dance hip hop pour conférence d'entreprise. Et après, tu peux mettre à Paris, à Marseille. Enfin, c'est des trucs comme ça. Ouais, ok. Et du coup, tout ça, ça te fait des landings différentes où tu vas créer des contenus qui ont un contexte spécifique pour que les gens ils aient de la valeur dessus et qu'ils aient envie de cliquer sur tes liens de vente, quoi. Exact. Et le dernier truc en SEO, c'est les articles de blog dont on n'a pas trop parlé. C'est assez similaire, mais il y a deux stratégies. C'est sur ton blog, si tu veux faire je te parle pas de blogging, branding, genre raconter ton histoire, les coulisses, qui sont autre chose. Là, c'est pour créer une communauté, créer du branding, créer de l'attachement. Du blogging SEO, c'est pour ranker dans Google et générer des leads ou du trafic. Et du coup, j'ai deux modes de méthode. C'est les questions. Donc, tu vois, les gens utilisent de plus en plus Google, enfin, tu vois, il y a Siri, Alexa, etc. On utilise de plus en plus sa voix. Et donc, les gens posent des questions à Google de plus en plus, vraiment. C'est des trends qu'on observe. Et donc, ils vont dire comment accrocher un tableau. Et si toi, tu as un article de blog qui s'appelle comment accrocher un tableau, il y a de grandes chances que tu sois bien positionné rapidement sur ce truc-là. Il faut y être en tout cas. Parce que tu vois, Bricorama, ils auraient tout intérêt à être sur ce truc-là. Ouais. Et la deuxième méthode, c'est que moi, la méthode, j'appelle Topito. Axe cérébral, les gens adorent les tops. Pourquoi? C'est qu'ils se disent Google maintenant est bon. Ce que je cherche, je l'ai toujours dans le premier ou le deuxième lien. Si en plus, donc imaginons que vous allez créer un article de blog et c'est top 5 des raisons d'entreprendre pour coup d'état par exemple, tu vois. Si il y en a qui sont meilleurs que vous en SEO et que vous êtes que le troisième lien dans Google, pas le premier ni le deuxième, si tu as top dans ta meta title Google, donc top 5 des machins, axe cérébral, les gens vont plus cliquer sur le top que sur les autres. Parce qu'ils se disent, il y a un humain qui a fait une curation de contenu pour moi, et les gens adorent qu'on fasse le travail à leur place et qu'il y ait une curation de contenu.
Donc c'est comme pour ça que Topito est si famous. Tu vois. Et donc BuzzFeed et tous quoi. Exactement. Et donc voilà, Question et Topito, plus des landing pages très ciblées sur des typologies de produits. Et là normalement derrière, franchement, t'as une machine de guerre de SEO à la fin quoi. Il faut juste du volume de contenu. Donc finalement c'est quand même plutôt simple. Ouais. Parce que je répète. C'est juste faut se retrousser les manches et aller créer du contenu. Et c'est la grosse barrière. Et être patient. C'est la grosse barrière à l'entrée. Ouais. Ou alors si t'as de l'argent, faut le faire faire par des gens. Mais voilà. SEO Secret. SEO Secret.co. Petit placement de produit, ça me fait plaisir. Petit placement de produit. Non, mais ça régale. Bah écoute, merci 1000 fois pour ça. Avec trop plaisir. bien. J'ai appris trop de trucs. Avec plaisir. Et j'ai désappris plein de trucs, genre des croyances de il faut faire, c'est très compliqué, machin. Genre c'est pas très compliqué. Il y a une bonne approche à avoir, mais je suis trop content. Avec plaisir. C'est trop bien. On apprend.